toujours pensé qu'entre une bonne équipe de Ligue 2, entre une bonne équipe de Ligue 2 et la deuxième partie de la Ligue 1, il n'y a pas de différence en fait. Ça se joue à la motivation, à comment se goupille la saison, à la crise que les uns les autres vont traverser, au départ d'un ou deux joueurs qui a été sollicité par un club étranger, à un coach qui se fait virer ou pas. C'est très très proche tout ça. C'est très très proche. T'as des mecs, tu sais, nous on est un football où un mec qui était en national peut se retrouver en Ligue 1 3 ans après. Il y a pas des écarts entre les joueurs qui sont énormissimes. Donc la cohésion d'un groupe, la façon dont l'aventure prend dès le début de saison, ça peut te permettre dans la première partie de tableau, et si ça se goupille mal, de jouer le maintien. On regarde Strasbourg, qui pendant 2 ans a figuré très bien et faisait plaisir à tout le monde. Et là aujourd'hui, ils sont dans les choux complets parce que cet été il s'est passé ce que disait Gilbert tout à l'heure, un mauvais début de saison, une fin de cycle. Peut-être voilà, exactement. Peut-être un message qui passe moins. Tu sais, les joueurs au bout d'un moment, ils t'écoutent plus quoi, quand ils écoutent plus l'entraîneur, quand ils entendent. Puis c'est difficile pour un entraîneur. Partir et qui n'ont pas pu partir parce que les opportunités ne sont pas présentées alors qu'ils avaient décroché dans leur tête par rapport au club. Le niveau est assez homogène en Ligue 1 au-delà d'une poignée de clubs. Et encore, même dans la poignée de clubs qu'on considère comme gros, souvent il arrive des saisons où tu as des dérapages énormissimes avec des clubs qui se cassent la gueule. Benjamin, vas-y, le mot de la fin pour toi là. Dernier mot de la fin. Restez comme vous êtes, je vous adore, parce que honnêtement, c'est tous les soirs que je vous écoute, et c'est un plaisir de vous entendre vous engueuler, des fois, mais surtout vos débats, c'est vraiment toujours un plaisir de vous entendre. Donc continuez à donner du plaisir aux gens malgré le confinement. Voilà, écoute, merci Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin, c'est gentil. Dis-le à tout le monde, tes amis, ta famille, qu'ils écoutent aussi. Voilà, c'est important. Pas de problème. Salut Benjamin. Allez, à bientôt tout le monde. Dans quelques instants, on est de retour. On entendra donc Thierry Laurey. On parlera de Lyon, qui a gagné à Angers. Mais ce qui fait polémique ce soir à Angers, c'est le coup de genou de Lopez dans le dos. Mais faut arrêter. On va en parler avec toi justement, Lionel. Il faut arrêter, Lionel. On va en parler dans quelques instants. C'est Lopez qui doit arrêter, Lionel, parce que là, franchement, non, pas spécialement. On en reparlera. On revient tout de suite. RMC Football Show, Liga Uber Eats, Super Brébois. Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo est là, Eric Salio est là. Le score de Medvedev Team en finale du Masters. 7-0 pour Dominique Thiem, 6 jeux à 4, 2-1 Medvedev dans le deuxième, il y a 3 balles pour 1-2-2. Thiem, finaliste malheureux l'an passé, peut-être qu'il va conjurer le mauvais sort. Très bien. C'est sa fin d'année à Thiem, Eric. Pardon ? C'est la fin de l'année, elle est pour lui. C'est lui qui va venir s'asseoir à la table des grands, ça y est. Il est déjà un grand, il a gagné un grand chelem. Ok, justement, en gagnant le Masters, en finissant comme ça, là c'est bon. Il a définitivement son rond de serviette. Il a déjà son rond de serviette. Nicolas Jamin est avec toi également, car il y a les matchs européens qui débarrent là, notamment Liverpool-Leicester. Salut Nico. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Lionel, salut Eric, Salio également, qu'on retrouve tous les mardis soirs à minuit pour le podcast sur RMC et tennis, cours numéro 1 évidemment. 0-0 messieurs. Bien placé. Liverpool-Leicester après 3 minutes 45 secondes de jeu. Je rappelle que Leicester, équipe en forme en première ligue, qui peut en cas de victoire reprendre la tête du championnat. 6 victoires consécutives, 3 en première ligue, 3 en Ligue Europa. Liverpool invaincu lors des 7 dernières rencontres. Décimé Liverpool, Van Dijk, Joe Gomez, Alexander-Arnold blessé, Mohamed Salah lui a le Covid-19, conséquence la composition en défense en tout cas Liverpool. Ça fait pas plus d'une semaine qu'il avait, plus de 2 semaines même, Mohamed Salah. Non, je sais pas. Ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'était mariage fatal, tu sais. Ouais, c'est ça, mais je pensais que c'était il y a déjà 2 semaines. La défense de Liverpool, Milner à droite, Fabinho, Matip dans l'axe, Robertson à gauche, milieu de terrain Jones, Wijnaldum, Keita, et puis devant Firmino en 9, à sa gauche Sadio Mané, et à sa droite la pépite portugaise Diogo Jota. Jimmy Vardy bien sûr est titulaire côté Leicester, et 8e titularisation pour Wesley Fofana, l'ancien Stéphanois, au sein de la défense à 3 de Leicester. 0-0, 5 minutes de jeu. À tout à l'heure. Les compos à Lille, on les a, Timothée et Djibo. Absolument, il a fallu souffrir, mais on les a eu, la compo lilloise. Exactement, avec dans le but, pas de surprise, Mike Maignan. Il y a pas mal d'absents, donc on les rappellera après, mais tout d'abord la compo en défense. Bradaric à gauche, Botman et Soumaoro, puisque Fonté suspendu. Pied est à droite, puisque Selic est blessé. Au milieu de terrain, pas de Renato Sanchez, également blessé en sélection, associé à Benjamin André. Jonathan Bamba à gauche, Arojo à droite, Yazidje dans l'axe, et donc Jonathan David en pointe, il connaît sur le banc. Et puis
Yilmaz qui lui suspendu. Et le FC Lorient va délaisser son 4-4-2 habituel pour un 4-3-3 vraisemblablement avec Paul Nardi dans la cage, une défense centrale, Andrew Gravillon, Julien Laporte sur le côté gauche, Jérémy Morel sur le côté droit, Ouboulang Mendes à la récupération, Trevor Chalobah et Laurent Abergel juste devant eux, Sylvain Marveau dans une position de numéro 10 mais qui devrait aider sur les phases défensives. À gauche, Yohan Wissa, sur le côté droit, Lorientais et à la tête de cette attaque à la pointe, Terem Moffi. T'as bien parlé de Andrew Gravillon. Andrew Gravillon, absolument. Très bien. C'est pas le fils de Pascal Pierre? Oh non. Président, c'était Rocher. Oui. Plus à ce que tu non, Rocher, c'était son grand-père. C'était son grand-père, Rocher. Et son oncle à La Roche, bien sûr. Bon bref, on va débattre de ces compos plus sérieusement dans quelques minutes, les gars. Bien sûr, supporters lillois, Lorientais, on vous attend au 32-16. Je vous ai promis du Thierry Loret. Attention, régalez-vous, montez le son. Thierry Loret en conférence de presse d'après-match, évidemment énervé. On y va. On a quand même gardé les questions des journalistes parce que ça a son intérêt. On y va. 23 minutes encaissées, vous avez la pure défense ex-aequo, c'est ça le gros changement. Tu vas me sortir toutes les stats de la journée là ou quoi? Non, parce que si je dois y passer la soirée, c'est pas la peine. Le chantier, c'est vraiment depuis le début, c'est pas que ce soir, depuis le début de la saison, le chantier est beaucoup défensif. Mais je l'ai déjà dit, donc c'est pas la peine de me reposer la question ce soir. C'est tellement évident qu'il n'y a même pas besoin de s'attarder là-dessus. Le prochain match arrive très vite, c'est vendredi. Qu'est-ce qui peut permettre de faire basculer le truc dans... Je sais pas, pour toi c'est un changement d'entraîneur a priori, non? Tu l'as écrit alors donc. Si, tu l'as écrit, c'est ça le malheur. C'est que tu poses pas de questions, mais par contre tu écris des choses. Donc renseigne-toi un peu déjà. Et pour répondre à ta question, parce que je vais y répondre, même quand tu viens en conférence de presse et que tu poses pas de questions, que tu me snobs, je vais quand même te répondre. D'accord? On va préparer le match de Rennes comme on a préparé tous les matchs. Ton collègue est venu à l'entraînement cette semaine, il a vu qu'on a travaillé sérieusement. Même si vous n'étiez pas au bord du terrain, vous étiez un peu plus loin, vous avez pu voir qu'on a travaillé sérieusement. Et là, cette semaine, on va encore travailler sérieusement. Voilà, ça c'était le début. Maintenant, je vous passe la fin. Moi, je suis très content des joueurs, de l'état d'esprit des joueurs. Voilà. Après, je suis pas content du résultat, bien entendu, mais je suis content de l'état d'esprit parce que quand tu es dans cette situation-là, tu as pas mal d'équipes qui sont en difficulté. Et nous, je suis pas en train de dire qu'on n'est pas en difficulté, parce qu'on l'est forcément par le classement, mais on fait tout pour s'en sortir. Voilà. En face, il y a des garçons qui sont en pleine forme en ce moment, qui sont en confiance surtout, et qui sont deuxième au classement, je pense, un truc comme ça. C'est ça, ce soir? Voilà. Donc, on n'a pas de bol, on joue toujours contre le deuxième du classement. Nous. Toutes les semaines, on joue contre le deuxième du classement. Mais le problème, c'est qu'on est toujours 19e. Voilà. Bon voilà, du coup il est agacé hein. Il est chaud. Après il sent peut-être que ça devient aussi chaud pour lui hein. Ouais. Voilà. Fort possible. Il a toujours été un peu agressif, c'est dommage. Moi je pense que ça ternit son image parce que c'est un bon mec. Voilà, moi j'ai discuté plusieurs fois de ça avec lui, il s'en fout. Oui, mais c'est certainement s'il continue comme ça. Mais il y a pas que Strasbourg, il y a aussi un après Strasbourg et peut-être qu'il s'en foutra moins. C'est ça, les autres présidents de club, ils entendent aussi ce qu'il est, donc je sais pas si t'as envie de prendre comme ça. Bon. Exactement. Nous, vu de l'extérieur, on aime bien parce que le mec, parce que c'est original. Il fait du bon boulot. Faut pas. Il est 19e. Hein. Non, là, en ce moment, ça marche moins bien. Il a fait du bon boulot, mais là, ça marche moins. C'est pas qu'il est devenu mauvais, c'est qu'il y a une situation qui fait que c'est plus compliqué pour lui à gérer. Tu sais bien, on parlait du message qui passe pas, mais c'est peut-être pas que de sa faute. Non, mais tu sais bien que c'est la vie des entraîneurs et même les plus grands bien évidemment, entraîneurs qui sont restés dans l'histoire ont eu des moments où ça passait moins bien, où il fallait qu'ils lâchent leur fauteuil. Exactement. Ça arrive, c'est la vie des coachs. Donc vu de l'extérieur, c'est marrant parce que effectivement c'est original et il y en a pas beaucoup qui répondent comme ça. Maintenant, moi je peux pas croire que ça ne trahisse pas un désarroi. Quand tu es comme ça énervé, tous les coachs qui au bout d'un moment sont au bord de la rupture quand ils s'adressent aux journalistes, c'est souvent le signe d'un point de non-retour parce que ils ont plus les réponses quoi. Et s'ils ont plus les réponses face aux journalistes, c'est qu'ils doivent pas en avoir non plus beaucoup face aux joueurs. Donc je pense qu'il est un peu au bout Loret
La question qui se posera à un moment, c'est toujours jusqu'à quand le président de Strasbourg attend et accepte que son club soit 19e et donc en position de relégable, parce qu'arrivera le moment où forcément il va se dire bon, s'il faut qu'on se sauve, il faut un électrochoc. Donc est-ce que dans ces cas-là, tu fais l'électrochoc au mois de novembre, au mois de janvier, au mois de mars, et c'est toujours un peu la même histoire et la même problématique pour les présidents. Moi, je suis toujours de l'avis qu'il faut anticiper la fin de cycle et savoir à quel moment changer pour pas que ça arrive en cours de saison. Et que ça tu peux pas lui reprocher à lui. On peut pas lui reprocher à l'entraîneur. C'est le président qui doit anticiper, tout en, attention, je le dis, précisant que ça n'est pas simple d'anticiper, parce que quand tu as eu des belles années avec un entraîneur, lui dire au revoir, c'est souvent un crève-cœur, parce que quand tu te renseignes et tu demandes aux joueurs est-ce qu'il y a une fin de cycle, ils te disent non, il n'y a pas de raison. L'entraîneur non plus ne voit pas, donc c'est quelque chose qui est très difficile à sentir, à appréhender. Et c'est pour ça d'ailleurs que très souvent ça se termine par des licenciements en cours de saison. Le tout est peut-être pas de le faire trop tard, si Marc Keller juge utile de le faire, mais nul doute qu'à un moment toujours ces décisions-là. Si au mois de mars ils sont encore 19e, là les infos qui étaient sorties ces derniers jours, c'est que s'il y a 2 défaites contre Montpellier et Rennes vendredi prochain, ça pourrait être fini. Donc ça peut jouer. Ça peut jouer contre Rennes. C'est ce qu'on disait la dernière fois dans l'after. Montpellier vient de passer le match et il reste Rennes. Voilà. Bon, il reste une équipe. Ça se joue à la Méno le match. Ça sera à la Méno. Rennes est une équipe qui va pas bien du tout. Franchement, là ils sont sur une série qui est pas loin d'être catastrophique. Ils jouent avec des champions en plus contre Chelsea cette semaine là. Ils vont encore perdre cette semaine. Le génie breton a perdu sa baguette là et ses formules. Donc ça va être 2 équipes qui ont absolument besoin de victoire en championnat. Ça peut être chaud le match. Ça peut être chaud. Mais de l'autre côté, le génie lui est pas menacé. Mais en revanche, l'aurait oui. Dans quelques instants, Lopez, est-il un danger public avec ses sorties kamikazes, ou bien est-ce que c'est normal finalement de sortir avec le genou en avant? Jamais ça peut être normal de faire ça. On en débat avec Lionel. C'est le seul à faire ça. C'est le seul à faire ça. Non, il y avait Ramé avant, mais Ramé c'était, je sais pas, lui, il chopait pas les mecs, il arrivait à le faire. Mais un jour, il va péter le dos ou la tête d'un joueur, et puis on dira que c'est encore normal. Allez, on en débat tout de suite dans l'avant-match. Il est 20h28. T'as remarqué que j'ai rien dit. Bah non, mais t'as raison. Garde tes arguments. Je me suis dit, c'est pareil, je préfère pas en parler. Allez, à tout de suite. RMC Football Show, Liga Uber Eats, Super Brébois. Avec Lionel Charbonnier, Daniel Riolo, l'avant-match dans une demi-heure, Lille-Lorient, bien sûr, et puis le direct avec le tennis et le foot. Liverpool-Leicester d'abord, Nicolas Jamin. 0-0 toujours entre Liverpool et Leicester, et grosse pression des Reds à l'instant, notamment avec une grosse frappe de Jones repoussé par le gardien international danois Schmeichel, bien sûr, et ça continue. Côté Liverpool, on insiste avec Firmino qui a frappé également, ballon repoussé des 2 points par Schmeichel. 15 minutes de jeu, 0-0 entre les Reds et Leicester. Eric Salio, les tours de la finale du Masters. Eh bien, toujours un 7-0 pour Dominic Thiem, 6 jeux à 4, avec un très mauvais jeu de service du Russe au milieu du set. 3 partout dans la deuxième manche, mon cher Gilbert. Je voudrais quand même que Nico nous parle de Ray Clemens, quand même. Liverpool, à Anfield. Le maillot vert derrière le but, là, faut en parler. Pourquoi maintenant, comme ça, là, c'est un peu hors sujet, non? Parce que ça m'a ému, Nico, ça m'a ému. Ça t'a rappelé, est-ce que ça t'a rappelé les Saint-Etienne-Liverpool de quand t'étais petit? Quel match? La frappe de Batney, bien sûr. La frappe de Batney, Ray Clemens qui voit pas la balle arriver parce que le ballon flottait un peu, le ballon blanc. Ce tout petit ballon blanc, oui. Ray Clemens. Mitre, absolument. Exactement. Ray Clemens, quand j'étais petit, Lionel Charbonnier, spécialiste des ballons. Ray Clemens, c'était des ballons de plage presque. Quand on était gamin, c'était le meilleur gardien. On disait que c'était le meilleur gardien du monde quand on était gamin à la fin des années 70, Ray Clemens. C'était les ballons que les gardiens à l'époque ne voulaient pas avoir, effectivement. C'était les premiers ballons qui volaient. C'était un truc de fou, d'une légèreté incroyable. Mais Ray Clemens, moi, c'est tout ce que vous me dites là, ça me donne les. Ne pleure pas, Lionel. Mais non, parce que voilà, j'ai beaucoup pleuré. Bon, alors est-ce que Ray Clemens sortait avec le genou en avant, bien évidemment, comme Anthony Lopez, donc on va en parler. Non, parce que sauf qu'il le faisait pas tout le temps. Tout début de match. Voilà. Alors, tout début de match, il y avait 0-0 sorti, donc sauf que il se trouve que le joueur en danger, Thomas en l'occurrence, est dos à lui et il prend le genou de Lopez vraiment dans la colonne, quoi. Donc on se dit, mais est-ce qu'il était obligé de mettre le genou comme ça en avant? Et on a l'habitude de voir Lopez faire des sorties un peu kamikazes. C'est son style, Lionel. Toi, est-ce que tu trouves ça choquant? Est-ce que tu trouves ça normal? Non, ça fait beaucoup de débat, ce soir sur Lopez. Est-ce qu'il fallait le sanctionner ou pas?
Je ne suis pas choqué. Maintenant qu'ils mettent comme ça le genou, est-ce qu'ils pouvaient éviter de mettre le genou en avant? Je pense. En tout cas, dans l'attitude qu'il a pour aller vers le joueur, mais c'est là que je mets un mais. Si tu regardes l'attitude de Thomas, on est en train de parler déjà d'une action dans les 6 mètres. Dans les 6 mètres, le gardien ne peut pas être touché. C'est comme ça, c'est la règle. C'est comme ça. On n'a pas le droit de venir faire de l'anti-jeu. Si tu regardes le regard de Thomas, il regarde Lopez arriver, il le voit arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il se décale, il tourne le dos parce qu'il dit de toute façon je vais en prendre une bonne, mais surtout j'essaie de l'écarter, Anthony Lopez, du ballon. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient lui aussi vers